pour discuter de cette nouvelle et de ce début de session parlementaire, nous retrouvons Catherine Lévesque du National Post et Boris Proulx du Devoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le départ de Chrystia Freeland. Commençons par vous, Boris. Est-ce que c'est une grosse perte pour le gouvernement Carney? Oui, c'est sûr. Grosse perte, c'est toujours relatif. Évidemment, elle a pris beaucoup moins de place dans le gouvernement Carney qu'elle en occupait dans le gouvernement Trudeau. Pour moi, Mme Freeland est associée aux années Trudeau, quand même, à la décennie de 2015 à 2025, où elle a occupé à peu près tous les postes d'importance, de la renégociation de l'ALENA au commerce international, aux affaires étrangères avec l'Ukraine, la COVID, tout ça. Elle a touché à tout, mais ça faisait d'elle aussi quelqu'un de très associé au bilan de l'ancien premier ministre Trudeau, tant de son règne que de sa chute, étant donné que la dernière fois qu'elle a quitté un cabinet, on s'en souvient, au mois de décembre l'année passée, c'est ça qui a un peu accéléré les choses pour le départ de l'ancien premier ministre. Donc, on ne s'attend pas à une même réaction aujourd'hui, disons. Elle est restée au cabinet, mais dans un rôle, disons, moins proéminent, plus mineur. Donc, est-ce que son départ est une grosse perte? Un petit peu moins, étant donné ces circonstances-là. Catherine, quel bilan est-ce qu'on peut faire de son travail? On l'a un peu évoqué ici. En même temps, elle l'a marqué par ce coup d'éclat, mais aussi, on se souvient, il y avait une aversion à son endroit de la part de Donald Trump. Elle a laissé sa marque dans les finances. Quel bilan est-ce qu'on devrait garder de son passage en tant que ministre? Je pense que dans les années Trudeau, effectivement, elle a occupé des postes excessivement importants. Je veux dire, oui, si on a une aussi bonne entente avec l'ALENA, c'est grâce à elle, parce qu'elle a tenu tête à Donald Trump, et c'est pour ça que M. Trump ne l'aime pas beaucoup. Mais c'est aussi celle qui a mis enfin, après qu'on en ait parlé pendant 30 ans, les services de garde, ce programme national là, qui est apparu dans un de ses premiers budgets. Donc, elle l'a mis en place. Elle a fait en sorte que ça devienne réalité après des décennies à en parler. Donc, elle a quand même un bilan assez positif. C'est sûr que, dans les dernières années, écoutez, son étoile, est devenue un peu moins brillante, mais quand même, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a voulu rester au moins pour mettre en œuvre, d'enlever ces barrières interprovinciales. C'est ce qu'on avait fait avec C5. Donc, elle a vraiment fait en sorte que ça devienne réalité. Et puis, elle voulait aussi être présente pour des annonces importantes en termes de transport, notamment sur le pont de la Confédération à l'île du Prince-Édouard. Donc, elle voulait faire quelques petites choses, mais éventuellement partir. Et on me dit qu'elle ne finira pas son mandat. Mais elle a quand même décidé de rester assiégée. Vous avez entendu qu'elle ne le terminera pas, selon vous? Non. Ce qu'on dit, c'est qu'elle va rencontrer son association de circonscription d'ici la fin de la semaine pour tenter de déterminer qui pourrait être son successeur. Et voilà, donc selon les modalités de sa succession, elle pourrait quitter peut-être d'ici quelques mois. Reste à voir combien de temps ça va durer. Et on peut le mentionner, Chrystia Freeland a quand même un lien très particulier avec l'Ukraine et on sait que le Canada a été un allié de la première heure depuis les attaques de la part de la Russie. Est-ce que son rôle a été marquant par rapport à l'alignement du Canada dans ce milieu, ce conflit international? Boris, vous voyez ça comment, le rôle qu'elle a pu jouer? Oui, son rôle était marquant. La réponse est oui, parce que le Canada a été un petit peu un leader mondial en termes de réaction à l'agression russe. Et Mme Freeland a été dans les coulisses, en fait, pour mettre cette idée qu'il faut geler les avoirs russes, saisir les biens à l'international de la Russie pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Elle était un peu à l'avant-garde de tout ça. Son passé de journaliste aussi faisait en sorte qu'elle était un peu une spécialiste, en fait, de M. Poutine, de la Russie. C'est assez particulier, son rôle. Et elle est ukrainienne, canadienne elle-même. Là. Sa famille vient d'Ukraine. Elle parle l'ukrainien. À savoir maintenant son rôle, parce qu'on l'a nommé aujourd'hui dans un rôle de représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l'Ukraine. Les contours de ce rôle-là sont flous. On comprend qu'elle ne va pas aller en mission ou quoi que ce soit. Elle est basée à Ottawa. Elle continue d'être députée pour l'instant. C'est vrai, c'est peut-être une étape vers sa retraite complète de la vie politique à voir. Mais cette idée d'avoir une représentante spéciale pour l'Ukraine, ça semble être quand même un poste tout désigné pour elle. Oui, fait pour elle, en quelque sorte. On a parlé des budgets Freeland, on va parler du budget Carney, du budget Champagne qui s'en vient.
4 novembre. On a appris que c'est le 4 novembre que ça va être déposé. Il y a des médias qui évoquent 100 milliards de déficit. Catherine, l'image de Mark Carney, de bon gestionnaire, est-ce que ça pourrait vraiment changer complètement la perception canadienne qu'on a du premier ministre? Je pense que ça pourrait lui faire mal, hein, parce qu'après tout, bon, les gens lui ont fait confiance pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'ils se sont dit c'est un banquier, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui comprend l'économie puis qui va couper dans le gras. Raisonnable, prudent, l'idée du banquier. C'est pas tout à fait ça qu'on a fait. En fait, ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est plutôt, en fait, toutes les sources de revenus, hein, comme la taxe sur les services numériques. On l'a enlevé, ça devait rapporter quand même des milliards de dollars dans les coffres de l'État. Le taux d'inclusion du gain capital, tout à fait, ça aussi, ça devait amener, là, je pense, 19 milliards de dollars dans les prochaines années. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on a enlevé, mais en plus, on rajoute tellement de dépenses, des dépenses nécessaires, me direz-vous, mais quand même, c'est beaucoup d'argent dans les dépenses, en défense, en logement, hein, 15 milliards de dollars. Donc, il y a énormément d'investissements qui s'en viennent. Certes, qui peuvent être nécessaires, mais en même temps, j'ai pas l'impression, là, à entendre M. Carney dans les derniers jours, il promettait de couper dans les services publics, dans la fonction publique. Eh bien, il parle maintenant d'attrition, de départ à la retraite seulement. Donc, j'ai l'impression qu'il tente de faire plaisir à tout le monde et qu'au final, il ne veut faire peut-être plaisir à personne avec ce budget. En même temps, on dit faire plaisir à personne. Boris, la dynamique politique, on arrive avec un budget de 100 milliards de dollars de déficit. On donne un scénario. C.D. Howe parlait de 92 milliards. Est-ce que ça lui permettrait pas d'aller peut-être chercher des appuis chez le NPD ou avec des dépenses dans... Bon, on n'est pas dans les dépenses pour les soins de santé ou l'assurance médicaments, mais comment est-ce que ça pourrait affecter la dynamique politique, un budget comme ça, selon vous, à l'intérieur de la Chambre? Ça va vraiment dépendre du document, je vous dirais, parce que et Catherine a très bien souligné, on a promis un petit peu les deux scénarios. On a parlé d'un budget d'austérité. Le mot est quand même fort, là. Ça veut dire couper dans l'appareil de l'État, une austérité passée-y, alors qu'on dit, mais en même temps de l'investissement. Donc, il y a comme une contradiction là-dessus. Ça touche à la promesse très ambiguë électorale de dépenser moins et d'investir plus. Oui, de séparer les deux types. Oui, mais si on fait le bilan, c'est ce qu'on veut savoir. Si on fait le bilan, est-ce qu'on est dans le rouge et de combien? Donc, ça, c'est le gros point d'interrogation. On demandait tout à l'heure au chef par intérim du NPD, M. Davies, s'il allait considérer un appui au budget et lui dit seulement si ce n'est pas de l'austérité. Alors que si on va du côté des conservateurs, ben là, c'est l'inverse. Et, si on a un déficit à la hauteur des chiffres que vous mentionnez, qui sont vraisemblables, on ne connaît pas encore. Austérité. Là, on peut peut-être oublier les conservateurs parce qu'ils tapent sur le clou des dépenses depuis si longtemps. Ça serait très difficile pour eux d'appuyer ça. Si je peux rajouter juste le Bloc québécois aussi, hein, et François Blanchet a dit qu'il ne voterait pas en faveur d'un budget là, qui aurait 100 milliards de dollars. Il ne se voyait pas être capable de voter en faveur au nom des Québécois, en quelque sorte. Exactement, d'un budget qui laissait entendre que Justin Trudeau était une mère économe. C'est ce qu'il a dit. Oui, voilà. C'est vrai. C'est ce qui n'est pas une pensée qu'on aurait eue il y a de cela 2 ans, on peut dire. Peut-être en terminant, il nous reste une trentaine de secondes, peut-être 15 secondes chacun. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie des conservateurs là, en ce début de session parlementaire? Ils semblent essayer de tenir Mark Carney, lui dire respectez vos promesses. Pensez-vous que ça peut leur permettre de gagner des points? Catherine? Mon Dieu, je pense qu'on essaie d'accoler, on essaie de comparer Mark Carney et Justin Trudeau. Je trouve que c'est pas une stratégie qui va être très payante. Et puis, pour ce qui est de respecter ses promesses, écoutez, ça ne fait que 6 mois qu'il est là. Donc, il en a déjà fait beaucoup, mais reste à voir s'il pourra livrer, effectivement. Moi, je dis respecter les promesses, c'est oui, c'est ce que les électeurs s'attendent, mais les exagérations, on connaît le style de M. Poilievre, le chaos dans les rues, les banques alimentaires, etc. Ça, c'est peut-être non. Donc, c'est une juste balance. Juste balance qu'il va falloir trouver. Catherine Lévesque, Boris Proulx, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.